Chers amis, chers camarades, d'abord merci d'être venus en ce samedi où on a plutôt tendance à se retrouver dans la vie familiale, d'être venus un peu de quatre coins du pays et bien sûr de Paris et de la banlieue parisienne. Nous avons voulu faire cette rencontre parce que nous voulions aussi montrer que le combat que nous allions engager, la candidature que je la porte en votre nom. Je la porte parce que j'ai la conviction que seule une démarche collective nous permettra de retrouver une gauche fidèle à elle-même, capable de relever les défis du XXIe siècle et surtout capable de redonner à ce pays la confiance en son modèle républicain. Nous vivons dans un monde troublé. La France doute d'elle-même. Elle doute de son avenir. Elle doute de la capacité à traverser le siècle qui vient en étant fidèle à ses valeurs, en étant fidèle à son histoire, mais surtout en préparant un avenir à sa jeunesse et aussi, d'abord, pour rendre la vie meilleure aujourd'hui à tous ces hommes et toutes ces femmes qui vivent difficilement, pas seulement les très pauvres, bien sûr d'abord eux, pas seulement les plus exclus, mais de plus en plus un nombre croissant de foyers, de familles qui n'arrivent pas à finir les deux bouts de la semaine, du mois, qui ont des difficultés à pouvoir se projeter au-delà du mois qui passe, au-delà de l'année qui vient. Alors, devant ce pays troublé, on pourrait être tenté de dire, finalement, pourquoi ne pas lâcher les prises? Y a-t-il des raisons d'espérer? La France est-elle vouée dans cette mondialisation à subir une dérive, un abandon, finalement une dilution de son projet? Je crois tout au contraire que nous vivons aujourd'hui une période complètement différente, un changement de cycle. Et quelque part, toute une série des intuitions, des combats, des idées que nous avions se trouvent finalement validées aujourd'hui. Oui, la mondialisation que nous promettait heureuse, partout dans le monde, est contestée. Partout, le libéralisme reflue. La croissance mondiale est faible. On se rend compte que les inégalités se creusent. Dans les pays émergents qui devaient voir l'Eldorado avec le libéralisme, les problèmes se multiplient. Et dans les pays développés, les classes moyennes, les classes populaires ont vu leur pouvoir d'achat qui était rogné, leur niveau de vie diminué. Alors les peuples se rebiffent. Ils se rebiffent, ils manifestent leur mécontentement, ils attendent une alternative, ils souhaitent une alternative. J'aime beaucoup cette phrase d'Edgar Morin qui, parlant des Crèzes, nous dit « Il y a le pire est probable, le meilleur est possible. » Oui, le pire est probable. Et il est vrai qu'il n'est pas loin de nous, le pire. Quand nous regardons dans notre propre pays, sans parler des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Est de l'Europe, voire même de nos amis allemands, ce qui se passe chez nous, le pire, il a un visage. En tout cas, il commence à avoir une réalité. C'est la montée inéluctable du Front National depuis des années, et c'est la reprise par la droite qui prétend être républicaine des thèses xénophobes, racistes, de repli sur soi, de rejet de l'autre. Le pire est probable, mais le meilleur est possible. Et voilà ce qui doit être l'enjeu de la présidentielle de 2017. Rendre à nouveau le meilleur possible. Pas le moins pire. Non, le meilleur possible. L'espérance retrouvée. Le peuple capable de se projeter dans un avenir meilleur. Et c'est la gauche aujourd'hui qui doit relever ce défi. Elle aurait dû déjà le relever en 2012, parce qu'il y avait déjà les signes avant-coureurs, à la fois de la crise de ce système qui broie l'humain, qui met l'argent au-dessus de tout, la concurrence comme règle suprême, au mépris de l'avenir des peuples et même de l'avenir de la planète. Il y avait tous les signes avant-coureurs, il y avait les signes politiques avant-coureurs d'une force du Front National, et il est clair qu'il y a eu défaillance, mais j'y reviendrai. Le meilleur est possible.
Et il ne faut pas non plus se projeter sans regarder ce qu'il y a de positif, ce qui sont les graines de ce meilleur déjà, dans notre univers d'aujourd'hui, dans notre quotidien. Oui, il y a des raisons d'espérer dans la science. Il y a des raisons d'espérer dans l'élargissement du champ de la connaissance. On fait reculer les maladies, on fait reculer la souffrance. On peut faire d'immenses choses pour le progrès humain. On peut inventer un mode de développement qui ne soit pas à tirer sur la planète, à la détruire, à la menacer et à perturber notre environnement. Il y a les moyens intellectuels et scientifiques d'avancer dans ce sens. Faut-il encore qu'il y ait l'orientation de ce progrès au service de l'homme, au service de l'avenir de la planète, au service du développement social et des relations entre les individus. Il y a des raisons d'espérer dans la technologie, je sais bien, on peut avoir peur du numérique. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a des progrès scientifiques ou des évolutions technologiques, elles peuvent être bivalentes, ambivalentes. Mais il y a aussi des raisons d'espérer qu'elles permettent de mieux communiquer, de mieux se comprendre, de mieux échanger, d'avoir moins de travaux pénibles, de soulager les difficultés quotidiennes et de nous permettre d'espérer aussi de moins travailler. Parce que ça devient terrible. Là où on devrait être content de robotiser, de ne plus avoir besoin du labeur humain pour créer des richesses, pour être capable de vivre mieux. Non, aujourd'hui, on est presque à redouter ces progrès. Vous me direz, ce n'est pas très nouveau. Rappelez-vous les canuts. Hein? Mais la vraie question, c'est est-ce que nous subissons cette mutation, notamment la révolution numérique, ou est-ce que nous reprenons la main pour orienter, maîtriser ces progrès? Et là est l'enjeu du meilleur à construire. Le meilleur, c'est aussi des tas d'hommes et de femmes. Vous les avez entendus, les syndicalistes, les militants associatifs, ceux qui dans leur travail innovent, qui font vivre du développement local, qui inventent des nouvelles formes d'entreprise, qui créent, qui ont du talent, qui ont de la culture, qui sont solidaires, parce qu'il n'est pas vrai que la grande masse des Français est dans le repli sur soi. Il y a ces dérives, mais il y a aussi, et Paul l'en disait, 200 bénévoles qui viennent pour aider un centre d'accueil des migrants. Il y a donc plusieurs faces dans cette période. Le meilleur est quand même déjà là sous nos yeux. Et la gauche doit prendre appui sur ce meilleur plutôt que de passer son temps à courir derrière le pire, comme si en étant derrière les thèses du pire, il pourrait le conjurer. Ça n'a jamais marché comme cela. Mais le meilleur, il a besoin maintenant d'orientation politique, de choix, d'action publique, d'orientation du pays tout entier, d'évolution en Europe et dans le monde. C'est donc cela qu'il nous faut faire à l'élection présidentielle de 2017. Et le meilleur, c'est la gauche qui doit le porter. Parce que la gauche, il faut le rappeler, la gauche, c'est d'abord le progrès social, c'est d'abord la justice sociale. La gauche, c'est la justice sociale, et la justice sociale, c'est ce dont a besoin la France aujourd'hui. Oui, la France a besoin de justice sociale pour que les hommes et les femmes vivent mieux, pour qu'ils puissent à la fois avoir confiance dans leur avenir, mais c'est aussi nécessaire à notre économie, car leur théorie de on baisse les coûts de production, s'il n'y a pas des commandes dans les carnets de commandes des entreprises, s'il n'y a pas une demande qui répond aux besoins humains, qui permet de développer notre activité économique, nous n'aurons pas de retour du plein emploi, nous n'aurons pas de croissance. Ce n'est pas l'emploi et ensuite la justice sociale, c'est nous n'aurons l'emploi que par la justice sociale. Et nous ferons l'emploi pour la justice sociale. La France a besoin de justice sociale parce qu'elle a besoin d'égalité. Parce que s'il n'y a pas d'égalité, la République est faible. Et sans égalité et sans justice sociale, on peut faire tous les pipeaux du monde sur la cohésion nationale, sur les valeurs de la République, eh bien, elles vacilleront. Nous avons besoin de justice sociale. Et la justice sociale d'aujourd'hui, c'est aussi le partage du pouvoir.
Les individus, les citoyens ne sont pas des pions. Ils ne sont pas destinés à subir des décisions sur lesquelles ils n'ont pas d'impact. C'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans la cité, c'est vrai dans la vie politique, c'est vrai partout. Nous avons besoin de reprendre en main notre destinée, retrouver de la souveraineté populaire, de la souveraineté citoyenne, de considérer que ce n'est pas les lois du marché, les puissants de ce monde, et je ne sais où des centres de décision dans les multinationales, ou je ne sais quel lobby qui a entre ses mains le pouvoir de décider de ce que nous serons. Et les témoignages des syndicalistes l'ont bien dit. Nous sommes un pays où trop souvent nous considérons que le salarié n'est simplement qu'une fonction de travail à un instant T et en rien un acteur du développement de l'entreprise, de la production de richesse, de la production de valeur dans ce pays. Voilà pourquoi la justice sociale est au cœur du malaise que nous vivons quotidiennement. La justice sociale, c'est aussi l'enjeu écologique. D'abord parce qu'on le sait bien, ce sont les plus faibles, les plus fragiles, qui subissent le plus les problèmes d'environnement. C'est aussi parce que, nous le savons, l'enjeu pour notre avenir, pour nos enfants, c'est d'éviter les dérives écologiques, le changement climatique, la pollution des eaux, la menace de la biodiversité, et une sorte d'emballement fou de la planète, dont nous avons l'impression que nous glisse entre les mains l'avenir avec de grands risques et de grands périls. Alors oui, la gauche doit assumer qu'elle est pour la justice sociale. Alors, on me dira, oui, mais, oui, c'est la gauche, pas la gauche lessivée, pas la gauche délavée, pas la gauche abandonnée, pas la gauche honteuse, pas la gauche postmoderne, mais pas la gauche archaïque. Simplement la gauche de toujours, c'est-à-dire celle de l'espérance d'un monde meilleur, d'une vie meilleure. Mais la gauche d'aujourd'hui, oui, la gauche réaliste, celle qui répond aux problèmes et aux besoins des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Pas demain on rase gratis, pas vous n'avez rien compris. Non, la gauche qui émancipe le peuple, les citoyens, les hommes, les femmes, les enfants de ce pays. Voilà quel est le défi. Redonner à la gauche sa dignité, sa crédibilité, les chances de reporter l'espérance de nos concitoyens. Nous sommes lucides. Il est clair qu'aujourd'hui, le gouvernement et le président de la République ont failli, que ce gouvernement est en échec. Et nous n'allons pas faire comme si. Nous devons dire avec lucidité que non seulement ils ont failli, mais que nous l'avions prévu, qu'il était possible de faire autrement et que nous avons proposé. Parce que si nous laissons l'idée que la gauche, par nature, ne peut pas mettre en œuvre son action, par nature, quand il y a des campagnes électorales, dit n'importe quoi, est fait le jour où on est au pied du mur, l'inverse de ce qu'on a dit, ou que par nature, la gauche serait tellement utopiste que la réalité leur rattraperait en cours des choses, nous contribuerons à élargir le discrédit qui s'est opéré aujourd'hui avec le gouvernement et emporter dans la même vague une large part de la gauche de ce pays. Moi, je ne crois pas que la gauche est morte. Certains en rêvent. Ils en rêvent tellement qu'ils nous le prédisent tous les jours. Il faut dire qu'ils ne font pas grand-chose pour qu'elle vive et qu'elle s'anime. Mais en quelques années, en quelques mois, la gauche n'a pas disparu du paysage de ce pays. Simplement, aujourd'hui, elle est atone. Elle est atone, elle est divisée, elle est morcelée, elle est découragée. Alors moi, je vous le dis tout net. Il nous reste 4 mois pour réveiller cette gauche-là. Parce que, comme je vous parlais du meilleur, cette gauche-là, elle est encore sur le terrain, dans les luttes sociales, dans la vie associative, dans la vie quotidienne, dans celui qui regarde sa télé, qui lui dit « Mais bon sang, tu vas quand même bien lui trouver une idée de gauche de temps en temps !» quand il voit les dirigeants de notre pays. Tout ce peuple de gauche-là, il faut qu'il se réveille,
Il faut qu'il comprenne qu'avec les primaires qui sont ouvertes, il a entre ses mains, le citoyen de gauche, les moyens de sanctionner ceux qui ont failli, les moyens de consolider ceux qui ont proposé, qui avaient vu juste, les moyens de rassembler tous ceux qui portent une alternative. Voilà ce qui se joue dans ces primaires. Je n'insisterai pas trop sur les faillites, sur en quoi ils ont failli, mais quand même donner quelques exemples pour sortir des têtes l'idée de l'inéluctable défaite. Ils ont failli lorsqu'il a fallu rénover le traité, réorienter la construction européenne. Et il n'y avait pas d'inéluctable à ratifier le traité européen. Ils pouvaient ne pas le ratifier et créer un rapport de force, alors même que la Grèce, que l'Espagne, que d'autres pays commençaient à manifester leur désaccord sur les politiques d'austérité. La France, qui n'est pas n'importe quel pays, la France qui avait voté à gauche, le peuple qui avait donné un mandat à son président de la République pour réorienter l'Europe, avait les moyens, en refusant cette ratification, d'ouvrir la porte à un nouveau compromis, à une réorientation. Et ils ne l'ont même pas tenté. Ce n'est même pas seulement qu'ils n'y sont pas parvenus, ils ne l'ont pas tenté. Ils ont failli lorsqu'ils ont abandonné l'idée qu'il fallait soutenir l'activité en abandonnant les politiques d'austérité pour nous vendre le fameux pacte de stabilité, la politique de l'offre, le baisse du coût du travail, le coût du travail, comme panacée pour retrouver de l'emploi et du redressement économique dans ce pays. C'était évident que cela ne marcherait pas. Et hélas, les résultats sont au rendez-vous. La fameuse courbe du chômage n'est pas inversée. J'en parlerai tout à l'heure de l'emploi. Il y avait une autre politique et dès avril 2013, avec nos amis de la gauche, du Parti Socialiste, de Maintenant la Gauche et d'autres, je vois des économistes atterrés, je vois même un Mathieu Pigasse, c'est pour vous dire comme le front était large, qui disait à l'époque, il faut une politique de relance. Alors on ne mettait pas tous tout à fait la même chose dans ces politiques, mais c'est bien le débat démocratique. Non, circuler, il n'y a rien à voir, on revient aux bonnes méthodes de Schröder, de Blair, qui non seulement n'ont pas marché hier, mais marcheront encore moins aujourd'hui. La preuve en est faite. Ils ont failli pour le redressement industriel de la France. Et pourtant, on était en droit d'espérer. On pensait qu'ils avaient compris que le temps n'était plus au tout service. Vous savez, vous vous rappelez, quand j'étais un peu plus jeune, on me disait « Marie-Noël, tu n'as rien compris. Désormais, c'est le service. L'industrie, c'est les pays du tiers-monde. Nous, c'est les services. Et alors, le mieux, le must, les services financiers. » Inutile de faire des commentaires sur le drame que représentent ces arbitrages qui ont été faits dans notre pays. Mais franchement, ils ont failli quand ils ont refusé la nationalisation partielle de Florange. Ils ont failli quand ils ont accepté le démantèlement d'Alstom et que l'État n'est pas arrivé au capital public. Non pas pour se reproduire frileusement, mais pour nouer un partenariat et pas de vendre à General Electric la branche des turbines qui est complémentaire, utile, nécessaire, non seulement pour la transition énergétique, mais en plus pour équilibrer l'activité transport qui connaît des hauts et des bas car très liée aux dépenses publiques. Tout cela, on le savait, on le voyait venir. Et Pierre-Henri avait raison de dire, il n'est pas acceptable qu'il n'y ait plus d'État stratège. On pensait quand même que derrière le mot BPI, c'est un peu cela qui se profilait. Ce n'était pas inéluctable. On pouvait avoir des politiques de filière, on pouvait avoir des politiques industrielles. Ils ont préféré mettre le CICE à tout le monde, à la grande distribution, sans ciblage, sans contrepartie, évidemment sans redressement industriel. Notre balance commerciale continue à se détériorer hors énergie, c'est-à-dire nous reculons encore en exportation industrielle, en dépit des belles commandes que nous avons dans le secteur militaire. Pour autant, je voudrais vous dire que s'il y a eu faillite,
il est clair que rien n'est possible s'il n'y a pas une sanction par la gauche elle-même de ceux qui n'ont pas tenu leurs engagements, ont dévié leur idéal et ont amené à des reculs dans le pays. Car si ce n'est pas nous-mêmes, par les primaires de gauche, qui sanctionnons ces échecs, c'est bien dramatique de penser qu'il apparaîtra que nous sommes nous-mêmes quelque part, comme disait Agrippa d'Aubigné, complices du méfait pour se taire. Par en se taisant, pour se taire, c'était du vieux français. Et dites-le à toutes celles et tous ceux qui hésitent de venir. Dites-leur que le temps est venu qu'ils disent non, stop. La primaire, c'est stop ou encore. Encore pour la gauche. Peut-être pas encore pour le pays. Ce que nous disons, c'est qu'en disant stop par la gauche, on peut espérer encore pour le pays. Imaginez ce que représenterait une victoire d'une candidate ou d'un candidat issu de la gauche du PS, en tout cas porteur d'une ligne politique alternative à celle de François Hollande et de Manuel Valls. Imaginez comment tous les scénarios écrits d'une défaite annoncée, de la gauche absente du deuxième tour, de la gauche tellement rangée dans son archaïsme qu'elle serait vouée au déclin inéluctable. Imaginez l'ébranlement. Qui pense, et Nathalie en parlait tout à l'heure, qui pense que ça n'aurait pas d'impact sur les autres forces de gauche? Qui pense que ça n'aurait pas d'impact chez les Verts, et même chez les amis du Parti communiste, et même probablement chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon? Et c'est pourquoi cette échéance est vitale. Mais il n'est pas d'échéance politique que l'on peut gagner uniquement parce que nous sommes contre et qu'il faut dire stop. Car ce qui s'est insinué au cours du temps, c'est le doute sur l'idée qu'il existe une alternative crédible, raisonnable, à gauche. Suffisamment radicale pour enthousiasmer, suffisamment crédible parce que les gens ne croient plus qu'aux mots lancés sans conséquence. Ils attendent la réalité des actes. Ils ne seront plus échaudés par des discours. Et donc, les propositions que nous faisons dans cette campagne ne tombent pas du ciel, de mon cerveau fécond comme celui de bien d'autres ici. Il est né d'un combat et de travail collectif, de longue haleine, auquel vous avez participé, notamment à travers le site Linman 2017, mais aussi parce que c'est l'aboutissement de beaucoup de confrontations, de rencontres, de discussions et de réflexions politiques. Alors je mets en priorité absolue la question de l'emploi, parce que c'est pour les Français l'une des premières priorités. Alors selon les sondages, il y a le terrorisme et l'emploi, ou l'emploi et le terrorisme. Mais enfin, l'emploi à coup sûr. Et sur l'emploi, il faut parler un discours de vérité. Moi, je ne crois absolument plus à toutes ces thèses de courbes, de statistiques, de chiffres de l'emploi. On dit, ah, youpi, l'emploi va très bien en Grande-Bretagne parce que le taux de chômage n'est que de 5%. Ou bien ça va très bien en Autriche, le taux de chômage est de 4, mais quand même, il vote facho. Ah bon, certes, je veux bien qu'il y a beaucoup d'émigrés, mais il faut être déjà facho avant les réfugiés. Rappelez-vous ce qui s'était passé il y a quelques années déjà. Moi, je considère que l'on ne peut plus opposer chômage et pauvreté. On ne peut pas nous faire croire qu'il est bien qu'on fasse reculer les chiffres du chômage quand les gens qui travaillent vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas ce que j'appelle combattre le chômage. Pour ma part, je considère justement que nous ne pouvons plus accepter qu'il y ait cette montée inéluctable des travailleurs pauvres dans nos sociétés qui sapent la valeur travail qu'ils veulent tant défendre dans les mots, mais surtout jamais rémunérer quand il s'agit de parler de salaire. La feuille de salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Le pouvoir d'achat est un soutien à la croissance et à l'emploi. Et l'une des premières propositions que je fais, c'est la revalorisation du SMIC
à 1300 € tout de suite et la perspective de 1500 € net, bien sûr, à la fin du quinquennat. Alors, on va me dire, mais c'est pas possible. Et j'entends bien Rosa, qui me dit, mais comment je vais payer dans mon entreprise? Elle a raison. Elle a raison parce qu'évidemment, toutes les entreprises ne sont pas identiques. Il y a toutes celles qui ont bénéficié du CICE. Quand même, ça accompagne la hausse des salaires. Et puis, les petites entreprises, elles le savent. Elles le savent qu'elles ont besoin qu'il y ait du pouvoir d'achat pour que les gens viennent acheter des livres, aller au restaurant, consommer des services autour de soi. Bref, tout cela, ils le savent. Pour autant, il y a aujourd'hui une grande injustice dans la fiscalité et dans le financement des cotisations sociales entre les petites entreprises qui ont beaucoup d'emplois et peu de profits et les grandes entreprises qui font de gros profits avec peu d'emplois. Et bien souvent d'ailleurs, laissent les emplois à leurs sous-traitants, captent une large partie de la richesse pour verser des dividendes considérables. On le voit dans la structure du CAC 40 français. Donc oui, on peut augmenter les salaires. Et on peut le faire en changeant le mode de calcul des cotisations sociales. J'ai toujours combattu, et d'ailleurs la gauche du PS, et pendant un certain temps le PS, combattait pour que les cotisations sociales soient, au moins pour une large part d'entre elles, adossées sur la valeur ajoutée créée dans l'entreprise. Alors oui, ça c'est très techno quand on vous dit cela. Ça veut dire grosso modo qu'il y a par exemple des entreprises ultra robotisées qui vont payer plus pour les cotisations sociales pendant que d'autres qui ont plus de main-d'œuvre en paient moins. Un des arguments qui nous est habituellement donné est que ça pénalise la modernisation de l'outil productif. Alors là, d'abord, je souris parce que j'observe que la modernisation de l'outil productif en France, franchement, c'est extrêmement décevant. La moyenne de machines-outils et des systèmes de production est de 20 ans en France quand il est de 10 ans en Allemagne. Donc notre fiscalité ne doit pas être mirobolante pour le soutien à la modernisation. Et de ce point de vue, je pense que des opérations comme l'amortissement dit Macron, que j'avais défendu, vous voyez, il y a une fois j'ai une convergence avec Macron, que j'avais défendu dès le début du quinquennat en disant accompagner les politiques d'investissement, accélérons les politiques d'investissement dans les entreprises et répartissons plus justement les richesses. Donc l'emploi doit être d'abord soutenu par la hausse des salaires et du pouvoir d'achat. Car ma deuxième proposition, c'est une politique de relance. Alors là, je vais me faire insulter par mes camarades Gage et Morel, qui vont me dire, ça y est, elle va nous refaire le coup de sa relance keynésienne. Personne ne comprend rien, me disent-ils, et ils ont raison. Soyons clairs. Quelle relance proposons-nous? 35 milliards dès la première année. La moitié en pouvoir d'achat. J'ai parlé des salaires, mais il faudrait parler des petites retraites. Quand François Mitterrand, et c'est pas nouveau, est devenu président de la République, on avait massivement des retraités pauvres dans ce pays. Quand il est parti, la pauvreté chez les personnes âgées avait reculé. La voilà qui revient au galop. Les petites retraites sont trop faibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de réforme de retraite, etc. Ça veut dire qu'il faut donner un coup de pouce pour que les retraites, les petites retraites garanties soient plus élevées qu'aujourd'hui. Les minima de retraite doivent être plus élevés. Mais je vais insister sur la jeunesse. Oui, je fais la proposition que tous les jeunes de moins de 28 ans bénéficient d'un revenu de base garanti. Benoît a bien dit les deux cultures. Mais c'est souvent comme ça dans les idées. Il y a parfois des concepts qui finissent par être disputés entre la gauche et la droite. Alors la crainte qu'on peut avoir, c'est que vu la déferlante libérale, ce soit plutôt la droite qui la prenne. Moi, je défends la politique de revenus de base pour les moins de 28 ans parce que j'ai toujours défendu la politique d'autonomie de la jeunesse, d'autonomie des étudiants, de capacité à fédérer aussi. Cette jeunesse qui fait des études
de celle qui n'a pas réussi à l'école et à qui il faut mettre un nouveau pied à l'étrier. Parce que je veux fédérer la jeunesse qui a envie de créer une entreprise, une start-up, une PME, avec la jeunesse qui est dans le monde salarial, qui hélas commence la plupart du temps avec des CDD, car c'est à 28 ans la moyenne où on commence à avoir un CDI dans ce pays. Je veux que la jeunesse de notre pays commence avec confiance son entrée dans le monde adulte et dans le monde professionnel, qu'elle y entre avec stabilité, parce que si on veut qu'elle prenne des risques, si on veut qu'elle ose, si on veut qu'elle essaie, qu'elle puisse échouer et rebondir, il faut qu'au début de son existence, le contrat qu'elle a avec la nation est un contrat de confiance, un contrat de valorisation, un contrat qui lui donne toutes ses chances. Voilà pourquoi je défends cette idée qui, par ailleurs, contribuera à relancer le pouvoir d'achat. Le deuxième grand volet, au passage, je ne sais pas si vous avez observé la gravité des propositions de la droite et notamment de Nicolas Sarkozy, qui met au panégyrique de tout ce qu'il faut développer la rente, le patrimoine et l'héritage. Alors bonjour la France de la rente, du patrimoine et de l'héritage. Nous devons défendre la France du travail, du talent, de l'implication, de celle qui valorise ce que chacun apporte à la société et lui permet de l'apporter. Le fameux plan de relance de 35 milliards, il s'adosse à une autre idée, qui est l'idée qu'il est temps de réinvestir massivement dans ce pays pour le moderniser, pour améliorer un certain nombre de réponses aux besoins de nos concitoyens, pour soutenir l'activité économique et des filières, et en clair, de relancer l'activité dans le pays. Alors je propose des plans de grands travaux pour orienter, car évidemment les temps ont changé avec les 30 Glorieuses, avec Roosevelt. Il s'agit aujourd'hui de promouvoir des activités nouvelles, d'engager la mutation technologique et la révolution numérique. Alors ces plans, je vais en donner quelques grandes lignes. J'insisterai pas trop sur le logement parce que si je commence à insister, tous ceux qui me connaissent savent que j'en ai pour une journée. Mais je pense qu'il est urgentissime que la France engage massivement un plan de réalisation de logements à coût abordable. Et même le logement social aujourd'hui est trop cher pour celles et ceux qui veulent y rentrer. Car aujourd'hui, faute de subventions, on fait du logement social supérieur là où on devrait faire un logement social abordable. L'accession sociale à la propriété est difficile, elle a régressé pour les couches populaires. Dans tous les secteurs, le logement plombe le pouvoir d'achat. Nous sommes un des pays où la part de nos revenus consacrés au logement est excessive, beaucoup plus forte qu'en Allemagne, parce que nous avons refusé de réguler, parce que nous n'avons pas suffisamment construit là où il y avait besoin, et parce que nous n'avons pas non plus fait les choix budgétaires qui privilégient la production à bas coût, non pas de mauvaise qualité, mais à bas loyer ou à bas coût, plutôt que des soi-disant logements intermédiaires. Dans cette politique du logement se jouent plusieurs enjeux républicains. D'abord, garantir le droit au logement pour tous. Quelle république peut concevoir que dans la 5e puissance économique du monde, il y a encore tant de gens, non seulement qui sont SDF, qui n'ont pas de logement, mais qui vivent dans des logements indécents, dans des logements trop petits, dans des logements qui sont des véritables passoires thermiques ou de l'humidité. Il y a là un fantastique défi, bon pour notre économie, socialement utile, créateur d'emplois. Et puis, en matière de logement, il y a tout l'enjeu de la mixité sociale. Alors, on parle beaucoup des quartiers quand on parle de mixité sociale. Mais je vous le dis tout net, la mixité sociale, c'est hors les quartiers qu'elle se joue. Si on ne construit pas massivement du logement social partout bien sûr, dans les grandes métropoles et là où il y a des besoins, nous ne réussirons pas la mixité sociale. Pour autant, il ne faut pas abandonner ces quartiers
Et ce qu'a dit Marc Vimot est tragiquement vrai. Nous avons aujourd'hui une défaillance en termes de politique de la ville, de mixité dans les quartiers. Je parlerai de l'école tout à l'heure.